Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode donc, de notre feuilleton Paris, le club. Bonjour Malika. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et bienvenue à nos 3 invités passionnés de ballon rond. Et oui, experts, puisque nous avons le plaisir, le privilège, la chance d'avoir Monsieur Guy Roux. Bonjour Guy. Oui, bonjour. 894 matchs pas arbitrés, entraînés. En championnat. En championnat, c'est impressionnant. Et un autre Guy, un expert du foot national et international, qui est de temps en temps avec nous sur ce plateau, c'est Guy Cédruc. Salut Guy. Bonjour Jean-Philippe et bonjour Malika. La dernière fois, j'avais oublié, je m'étais fait engueuler. C'est bien. Avec nous également l'une des vedettes du Stade français, l'étoile montante du rugby français, Hugo Bonneval, bonjour. Bonjour. Bonjour Hugo, et merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Merci à vous. On parlera rugby aussi un petit peu dans cette émission, bien entendu. Et au sommaire donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur cette victoire en Coupe de la Ligue donc, du Paris Saint-Germain samedi soir. Et puis il y aura un formidable entretien réalisé par Malika, qui a donc rencontré l'une des légendes du Paris Saint-Germain, Rai. Et nous écouterons également dans ce Paris les clubs l'avis des anciennes gloires du Paris Saint-Germain qui donc donneront leur avis sur le Paris Saint-Germain actuel. Et puis je rappelle que nous saluons notre partenaire puisque France Bleu 107 points est toujours avec nous pour cette émission Paris le club. Et comme chaque semaine, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook et Twitter de Paris le club. Et tout de suite, retour sur cette 4e victoire du Paris Saint-Germain dans l'histoire de la Coupe de la Ligue avec des images inédites et exclusives. Au PSG, c'est la libération. Les joueurs, le staff et les supporters, tous célèbrent la 4e Coupe de la Ligue de l'histoire du Paris Saint-Germain, un record en France. Une joie intense qui fait suite à une semaine sous pression. On pensait le PSG déboussolé après l'élimination à Chelsea. Finalement, c'est un nouveau trophée que le capitaine Thiago Silva a soulevé au Stade de France. Comme dans tout grand match, les grands joueurs se sont mis en évidence. Superbe action collective entre Lavezzi, Maxwell et Cavani qui surgit. Critiqué, l'Uruguayen répond par un doublé, 4 buts dans la compétition et le titre de meilleur buteur. Un soulagement pour Laurent Blanc et tous ses joueurs qui sont en passe de faire mieux que la saison dernière. Bravo. Dans le vestiaire, tout le groupe se lâche. Très content pour ce titre. Et maintenant, commémoration avec mes amis. Quel français! Après la victoire contre Évian mercredi, Paris peut devenir champion de France dès dimanche à Sochaux, histoire que la fête soit complète. Guy, on vient de voir ces images festives formidables. Vous avez des souvenirs précis après vos 4 victoires, par exemple, en Coupe de France avec Auxerre? Bien sûr, j'ai souvenir des soirs de victoire en Coupe de France, comme vous le dites, mais aussi les soirs de montée, parce que nous sommes partis de division d'honneur, puis CFA, puis 2e division, puis 1re division. C'est la même chose, c'est même beaucoup plus lourd de suite d'avenir. Alors évidemment, mais je suis content que des professionnels qu'on critique souvent parce qu'on suppose qu'ils ont un train de vie très élevé, etc., aient la même joie qu'une équipe de moins de 19 ans qui gagne une demi-finale de Coupe Gambardella. Ça fait plaisir. Guy, les joueurs aujourd'hui ont-ils, quand on voit ces images de joie, déjà la tête ailleurs, ou ils sont encore concentrés sur les prochains matchs, même s'il n'y a plus d'enjeu, puisque Paris va être champion dès demain? Oui, quasiment, c'est virtuellement en tout cas. Non, je ne pense pas sur l'instant, ils ne pensent pas du tout à ce qui vient. Je pense à la Coupe du Monde là, pour un certain nombre d'entre eux. Non, ils pensent vraiment à la joie et au soulagement, parce que c'en est un. Parce qu'on a vu que la victoire, même si elle a été à panache en première période, ça a été un peu plus laborieux sur la fin. Ouais. On connaît les 3e mi-temps dans le rugby. Est-ce que c'est dur d'enchaîner 3 jours après la fête, après le titre, un match face à Évian? Après, on est tous professionnels et on sait que voilà, la succession des matchs fait qu'on ne peut pas tous les week-ends faire n'importe quoi. Mais après des matchs importants et de belles victoires, c'est vrai que c'est important de se retrouver entre joueurs pour profiter des moments présents, quoi. Mais c'est pas dur de s'y remettre, justement? Non, parce que c'est une habitude qu'on a tout au long de l'année et on reste focalisé sur les objectifs principaux de fin de saison, quoi. Mais Guillaume, comment faisiez-vous pour conserver la concentration
et garder cette concentration chez les joueurs. J'ai surtout une année en 96. Qu'on fait le doublé. Une semaine après la finale de la Coupe de France, nous jouions un match de championnat, l'avant-dernier du championnat, à l'extérieur, où on pouvait déjà être champion. D'ailleurs, on a été champion à Guingamp. Bon, moi, j'ai pensé qu'à ça, au coup de sifflet final, la coupe et tout, ça ne m'a pas intéressé. J'ai pensé comment j'allais arriver à coincer les joueurs le soir. Et on avait mangé... Ah, c'était vrai, alors? Après le match, on était au Trianon à Versailles, où vont beaucoup de clubs, et Paris Saint-Germain aussi. Et il y a des hauts murs, heureusement, et une seule porte. Donc j'avais convenu avec les joueurs, et notamment Laurent Blanc, qui était le meneur, qui était le leader, et le capitaine Corentin Martins, qu'à 2h, on arrêterait la fête. Il y avait un karaoké entre nous, et ils avaient bien sûr leur famille, et qu'on arrêterait la fête à 2h. Et à 2h, j'ai mis un survêtement, je suis habillé chaudement, je me suis assis sur une borne à la porte, et puis ils ont été se coucher. Et j'ai vu souvent des ombres qui regardaient. Regardez si vous êtes Je suis resté jusqu'à 5h30 quand même. La solution à ce moment-là, c'est peut-être de faire tourner. Est-ce que les remplaçants ont plus faim que les titulaires? Quand il s'agit de... On l'a vu mercredi contre Évian, un certain nombre de remplaçants manquent peut-être un peu de rythme, comme Cabaye ou d'autres, mais ils sont quand même au niveau. On voit bien d'ailleurs que tout l'effectif, le match contre Évian mercredi, était dans la tonalité des difficultés de la fin du match contre Lyon samedi dernier. Donc preuve que tout l'effectif est à peu près au même niveau. Et quel est l'état d'esprit justement d'un joueur qui ne joue que quelques minutes? Au rugby, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir une sorte d'émulation à l'intérieur du groupe pour qu'il n'y ait pas vraiment d'exclus, on va dire, et que tout le monde profite de chaque instant sur le terrain, quoi. Mais un joueur ne le vit pas mal de temps en temps d'être justement sur la feuille de match, certes, mais d'entrer en jeu juste pour quelques minutes. Il n'y a pas une frustration quelque part? Bien évidemment que si. Tout joueur, on est tous des compétiteurs et on veut tous jouer et tout gagner. Donc bien évidemment qu'à certains moments, c'est un peu dur mentalement. Et puis après, il faut laisser les entraîneurs faire. Il y a une certaine lassitude physique ou mentale qui peut s'installer. Donc c'est le jeu des chaises musicales pour nous, quoi. Et c'est là où l'entraîneur, Guiraud, a un rôle très important pour bien protéger ces joueurs-là qui sont aussi majeurs que les leaders, finalement. Il doit consacrer une grande partie de sa réflexion et aussi de son temps dans le dialogue avec les joueurs qui ne jouent pas. Parce que c'est peut-être ceux-là qui vont faire gagner le match décisif. Et puis ils jouent moins, donc ils prennent du retard de compétition, même si on les fait jouer parfois dans l'équipe Espoir ou dans l'équipe B, dans les clubs pro de football. Et il y a les caractères, il faut évidemment éviter les bavures dans les médias. Enfin, c'est un très gros travail. Mais Laurent Blanc, il est plutôt bien arrivé, là. Non, mais Laurent Blanc, si on en parle, on va en parler un peu plus tard. Il arrive à tout, alors il arrive à ça aussi. Et à ce moment-là, le PSG a gagné ce titre, cette coupe plutôt de la Ligue. Ensuite, on est quasiment assuré d'avoir le titre de champion de France. Qu'est-ce qui peut encore les motiver? C'est d'avoir des records. Est-ce que quand on est joueur, on a envie de battre des records? Quand on est joueur, on a envie de laisser une trace. On a envie de laisser une trace dans le championnat dans lequel on joue, dans l'équipe dans laquelle on joue. Et je pense que voilà, ils ont réussi à gagner cette coupe. Ils vont, je l'espère, être sacrés champions de France très rapidement. Voilà, pour eux, s'ils peuvent battre ces records, je pense que c'est important pour l'équipe. Alors, nous allons maintenant écouter les anciennes gloires, les grands joueurs du Paris Saint-Germain des années 90, les Fournier, les Guérin notamment, et Fernandez aussi, qui était leur entraîneur, donc, et qui compare le Paris Saint-Germain d'hier, des années 90, à celui d'aujourd'hui. C'est un doublé championnat, Coupe de la Ligue, c'est bien. Après, je crois qu'on peut avoir des regrets, et les regrets, c'est de ne pas avoir un championnat qui soit au niveau des championnats anglais, au niveau du championnat italien ou du niveau du championnat espagnol. Parce que Paris Saint-Germain, chaque semaine, gagne facilement. Et ce qui s'est passé à Chelsea, je pense que c'est à cause de ça. Si on parle par rapport à la Coupe d'Europe, c'est un club qui est jeune au niveau de l'Europe, donc c'est un club qui est en train de se construire. Il ne faut pas du tout être inquiet, il faut quand même regarder une saison dans son ensemble, ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, nombre de points, nombre de buts marqués, quart de finale comme la saison dernière, une finale de Coupe de la Ligue, la saison il n'y avait pas de finale, titre de champion avec plus de points que la saison dernière. Le bilan est satisfaisant. C'était pas la même chose, parce que nous on avait droit qu'à 3 étrangers, il ne fallait pas se tromper. Là c'est qu'une équipe d'étrangers, il n'y a pas beaucoup de Français. Mais vu la main mise sur le championnat, je pense qu'ils sont plus forts. Après, par rapport à l'adversité qu'il y avait de la part des autres clubs, je pense qu'on était pas mal. Avec tous les joueurs qu'ils avaient, Rai, Valdo et compagnie, c'était très compliqué.
Alors après, il y a peut-être plus de moyens aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, cette équipe était magnifique à avoir joué. On a réussi à aller sur les toits de l'Europe. On a fait 5 demi-finales de Coupe d'Europe consécutives, alors dans différentes Coupes d'Europe, mais on a fait 2 finales aussi. Tous les ans, on a gagné quelque chose. Donc ils sont partis sur cette trajectoire-là. Et j'espère que ça va continuer très longtemps comme ça. C'est intéressant d'avoir ces témoignages de ces anciens grands joueurs. Guy, on sent chez eux une petite hésitation, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas une position ferme. Hein. C'est-à-dire qu'un joueur d'hier pense qu'il était meilleur à celui d'aujourd'hui ou c'est incomparable? Oui, un joueur, qu'il soit d'ailleurs un grand joueur ou pas un grand joueur, quand il s'arrête, il reste dans sa tête au niveau où il est, au niveau maximum où il est. Et tout ce qui vient après, j'allais dire, c'est de la gnognotte. Alors, ils sont obligés, là, quand même, parce qu'ils sont en plus des grands connaisseurs, des experts, comme vous disiez, de reconnaître qu'il y a des très grands joueurs. Mais dans leurs souvenirs, leur équipe faisait au moins aussi bien et souvent mieux. C'est comme si on comparait Platini à Zidane, Guy. On ne peut pas. On ne peut pas, mais il faut que la génération suivante fasse mieux de manière irréversible, c'est-à-dire obtenir un cran de plus au moins. Donc, comme la génération précédente est arrivée en demi-finale de Ligue des Champions, ce n'est pas encore le cas du PSG actuel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu cette hésitation. Alors, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont nuls, c'est pas possible, hein, parce qu'ils sont arrivés quand même en quart de finale. Mais... Vous, Laurent Blanc, vous l'avez connu en tant que joueur. Oui, est-ce que vous aviez décelé à l'époque qu'il puisse devenir un entraîneur? Oui, bien sûr. Il a toutes les... C'était le chef de bande. Quand je l'ai recruté dans l'avion, j'étais le chercher, il était en stage à Avignon. Je lui ai dit une seule chose, je ne peux pas vous mettre capitaine parce que j'ai un très bon capitaine, Corentin Martins, qui fait bien le rôle avec discrétion et tout. Je ne peux pas le dégrader. J'ai aucune raison de le dégrader. Est-ce que ça vous va? Vous serez le leader. Vous vous exprimez comme un leader. Et il a été le leader. Exemple, quart de finale de la Coupe de France, on atterrit à minuit et quart à Auxerre. Je vois toutes les voitures qui partent dans la même direction. Je dis discothèque. Donc j'y vais aussi. Et je suis derrière la porte. J'adore ces anecdotes. Ouais. Et je me dis, est-ce que j'y vais, je casse tout, je les fais coucher, ou est-ce que j'écrase? Et je me dis, j'ai championnat dans 3 jours. Si je casse tout, je suis en guerre et on ne pense pas au match de championnat. Donc, demi-tour avec ma voiture, à regret, j'en vais. Évidemment, la sonnette de la boîte que j'avais me téléphone à 8 h du matin en me disant qu'ils y étaient tous. Mais à 12 h du matin, Laurent Blanc les a pris un par un, tout le monde dehors à la maison. Ah, donc c'était Et donc, quand je suis arrivé dans le vestiaire, au décrassage, ils me regardaient tous. Ils savaient que je savais. J'ai rien dit. On a fait le décrassage, j'ai rien dit et on a fait notre championnat derrière. Hugo, est-ce que vous êtes sensible, vous, en tant que joueur de rugby international, au palmarès de votre entraîneur? Quesada, donc c'est l'Argentin qui a été un magnifique ouvreur à Puma, donc dans l'équipe nationale argentine, le grand entraîneur. Est-ce qu'un joueur est sensible au palmarès de son entraîneur? Nous, c'est compliqué à Paris parce qu'on a eu 4 années un peu compliquées où on a changé d'entraîneur tous les ans, malheureusement. Voilà, là, Gonzalo est en place et on espère qu'il va durer et qu'il y aura une continuité dans son projet. Ensuite, bien sûr que nous, on est réceptifs à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous apporte et à ce qu'il peut nous apprendre. Le palmarès, on ne regarde pas que ça, mais on regarde tout ce qu'on peut apprendre de lui, comment il peut nous faire évoluer sur le terrain. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire à la fin de l'année, bon, lui, qu'est-ce qu'il m'a appris, où est-ce que j'ai évolué grâce à lui voilà. Mais Paris Saint-Germain, ils vont courir longtemps. S'ils veulent un entraîneur qui a joué en Espagne, en Italie, en Angleterre, en France, et qui a été champion du monde. Et dans les clubs où il a joué, c'était que des grands clubs, n'est-ce pas? Je parle des clubs Barcelone, Manchester United, Inter de Milan, on peut le dire. Voilà. Alors déjà, avec leur équipe qui est très cosmopolite, où on parle toutes les langues, il lui manque que le portugais. C'est la seule langue qui lui manque. Il peut parler aux Italiens dans leur langue, etc. Il peut parler à Zlatan en anglais. Déjà sur ce plan. Pour le reste, la connaissance du football, l'autorité, le savoir-faire. Est-ce qu'un grand club peut se construire en changeant d'entraîneur tous les ans? Ce qui était votre cas au Stade Français. Moi, je pense que non. L'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est de maintenir Laurent Blanc, je ne dirais pas le plus longtemps possible. Il n'y a pas de règle. Hein, on sait bien ce que sont les contrats dans le football d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas de leur intérêt de changer tous les ans. Une équipe se construit aussi dans une continuité, dans une permanence sur le plan technique et donc du discours de l'entraîneur.
j'ai à côté de moi quelqu'un qui est resté quand même plusieurs décennies dans un club, et on a vu le résultat. Et vous, Hugo, vous êtes sensible à ça, justement, au fait qu'il ne faut pas qu'un entraîneur change dans un club pour garder une certaine stabilité? On voit aujourd'hui en France, tous les grandes équipes de rugby qui ont des grands entraîneurs sont des entraîneurs qui durent depuis maintenant de longues années. Toulouse, avec Guy Novès, Clermont, avec Verne Cotter, c'est des équipes où l'entraîneur, ça fait presque 10 ans qu'il est là. Et voilà, une certaine forme de continuité qui s'installe au quotidien pour les joueurs qui est très important, je pense. Bon, Guy, vous êtes illustration de cette continuité dans la durée, mais au fond de vous, vous n'avez pas eu envie à un moment donné, je ne parle pas forcément à la fin de votre carrière, mais au milieu de votre carrière, de changer d'air, d'aller dans un autre club, plus grand, plus riche, plus ambitieux? Non, parce que comme on pratiquait une politique de jeunes, j'avais toujours dans l'œil, le dimanche après-midi, les équipes de jeunes avec 2-3 gamins dont j'espérais qu'ils deviendraient des grands. Et je voulais les voir grandir moi-même, vous comprenez? Et en général, ils l'ont vu. Mais j'ai eu la possibilité d'entraîner Paris Saint-Germain l'année où ils ont embauché Arthur Georges. Je n'avais même pas discuté financièrement. J'avais dit ce que vous voulez, ça sera plus qu'Auxerre. Hein. Donc, c'était pas important financièrement. Et je n'ai pas pris pour des raisons qui m'appartenaient à ce moment-là, mais j'aurais pu. Puis ils ont eu des équipes dans ces années-là. Hein. Alors maintenant, Malika, vous allez nous présenter votre dernière rencontre. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer l'une des légendes brésiliennes qui a évolué au Paris Saint-Germain, Rai. Et il nous a évidemment parlé de son amour pour le club de la capitale, mais aussi pour la France. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Très bien, très bien. Je me sens aussi un peu chez moi ici. Vous êtes venu à Paris pour un tournoi de futsal que vous organisez chaque année pour votre association Gold et Letra. C'est important pour vous d'être engagé? C'est très important pour moi parce que je participe avec une association pour des activités éducatives dans des quartiers difficiles depuis 15 ans déjà. On a des partenariats et des bénévoles qui nous aident à organiser des événements pour continuer notre travail, dont le tournoi Gold et Letra qui a eu lieu à Paris, qui a lieu tous les ans et qui nous aide beaucoup dans le financement de l'association. Et il y a une espèce de tradition entre les joueurs brésiliens et le Paris Saint-Germain, avec vous, avec Ronaldinho, avec Néné, et plus récemment avec Maxwell, Thiago Silva. Comment vous l'expliquez, ce lien? Je crois que c'est un lien qui va au-delà du foot. Je crois que le Brésil, je dis toujours que au Brésil fait rêver les Français et la France fait rêver les Brésiliens. Je crois que c'est des cultures réciproques et c'est des cultures très complémentaires. Pour les Brésiliens, est-ce qu'il existe vraiment, le club du Paris Saint-Germain? C'est un club dont ils parlent, qu'ils identifient bien, qu'ils connaissent bien, ou pas encore? C'est qu'il y a une information que moi je ne veux pas, le Facebook du PSG. Et le Brésil, c'est le pays où il y a qui le suit le plus. Ça montre que depuis qu'il y a eu ma génération, qui avait Valdo, Ricardo et moi, 93, le PSG, c'est une marque forte au Brésil. Est-ce que vous êtes en contact avec les joueurs actuels du Paris Saint-Germain? Chaque fois, je les vois, j'échange des idées et respectent beaucoup aussi mon parcours et mon histoire ici au club. Donc, je crois que je me sens comme si eux soient la continuité de ce que j'ai commencé. Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo e sei onde ir. Eu nunca tive centavo de amor, fui escravo da dor e venci. Comment vous la trouvez, l'équipe du PSG de maintenant? On la compare souvent à la vôtre, à celle qui a été glorieuse dans les années 90, qui a remporté plein de titres. Est-ce que pour vous, c'est de nouveau une ère comme ça qui est en train de s'ouvrir? Ouais, je suis sûr qu'il y a une super équipe qui a été très bien montée, avec une base, qui a pas mal de joueurs brésiliens, mais qui a d'autres joueurs de très haut niveau, qui pas mal parmi eux vont être en Coupe du Monde au Brésil. Et je suis sûr que bientôt, le PSG, ça a commencé déjà, mais qui bientôt va être entre les plus grands en Europe. Dans l'effectif actuel parisien, quel est le joueur qui vous impressionne le plus? Bon, il y a tellement de bons joueurs, je peux choisir deux. Même trois. Bon, déjà Ibra, c'est un joueur déjà connu, qui a eu plein de titres dans différents clubs, mais qui est dans un moment sublime.
Donc il y aura Thiago Silva, qui est le capitaine du PSG, et sûrement le capitaine de l'équipe nationale du Brésil. Donc il va avoir un bon défi bientôt. Et quel souvenir vous gardez justement de votre passage à Paris? C'était mon dernier match au Parc des Princes. Je crois que c'était le moment où a résumé un peu tout la force de ce rapport qu'il y a eu entre moi, la ville, le club et aussi le supporter. Il y a eu un sondage récemment et vous avez été désigné comme le joueur qui a le plus marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, ça me rend fier, bien sûr. Et je crois que je suis devenu le plus français des Brésiliens. Et quand je suis au Brésil, je suis plus brésilien, un peu français aussi. Et qui a eu cette intégration, je crois que les gens sentaient que c'était sincère, mon amour pour le club et pour la ville. Il y a de l'élégance chez Rai, bien entendu. Il parle de cette filière brésilienne, Guy. Vous avez souvent utilisé une filière polonaise, je me souviens, dans les années 80-90. Pour quelles raisons les clubs sont-ils attachés à une certaine filière? Bon, nous, c'est parce qu'on avait eu la possibilité d'y entrer. C'était la Pologne communiste et il y avait des règles très strictes. Ils ne pouvaient pas sortir avant l'âge de 30 ans. Et j'en ai eu un par le FC Metz, mon gardien de but de deuxième division, qui était le troisième gardien de la Coupe du Monde 74, où la Pologne avait fini troisième, et qui était formidable. Et grâce à lui, j'en ai eu un deuxième. Après, on s'est attaqué au monument Zarmak, qui était le meilleur avant-centre du monde dans ces années-là. On a pu l'avoir parce qu'il était interdit de sortir de Pologne pour l'Allemagne, pour Anderlecht, pour tout le monde, sauf pour nous, parce qu'on a trouvé une astuce pour avoir l'autorisation politique de le sortir. Et comme c'était formidable, on a encore eu envie. On en a eu 13, les Polonais. Et les Polonais qui étaient payés en zloty, c'était moins cher que les pays de l'Ouest, évidemment. Est-ce qu'à ce moment-là de la saison, certains joueurs comptent se distinguer pour aller à la Coupe du Monde? Ils espèrent encore? C'est difficile, en tout cas pour ce qui est de l'équipe de France. On sait que le groupe de Deschamps est quasiment constitué. Non, mais pour les Brésiliens? Pour les Brésiliens, oui, il y a toujours l'espoir, mais là aussi, les groupes sont quasiment constitués. Il faut vraiment être déjà pas loin de la. Donc ça veut dire que ce mois-là n'est pas décisif pour les sélections. Ceux qui n'ont pas joué les matchs préparatoires ne pourront pas tourner la décision en leur faveur. C'est pour gagner une place de 22e, oui. Oui, voilà. 23e, c'est possible. Hugo, quel regard portez-vous sur la médiatisation du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Vous jouez au Stade Français, donc gros club, bien entendu, maintes fois champion de France au rugby. Mais est-ce qu'à la fois vous souffrez d'un manque de notoriété ou vous êtes porté justement par ce Paris Saint-Germain? Je ne pense pas qu'on souffre d'un manque de notoriété. C'est très agréable, comme je le disais, dans une grande capitale européenne, d'avoir un super club de foot qui marche. Voilà, nous, on a la chance d'être en plus mitoyens avec le Parc des Princes. Notre stade est vraiment... Il y a une rue qui sépare. 30 mètres, il y a 30 mètres. Exactement, voilà, on est mitoyens, donc c'est très sympa. Et de pouvoir aller au parc le week-end assister à de belles rencontres, c'est quand même très sympa. Mais les joueurs de Paris viennent vous voir? Ils viennent au Stade Français de temps en temps? Vous les avez vus? Moi, j'en ai jamais vu. Je sais qu'il y a 2-3 joueurs qui connaissent Blaise Matuidi. Mais vous étiez en revanche mercredi au Parc des Princes. Exactement, ouais. C'est un vrai fan. Le top 14 a sa propre notoriété. Ouais. Il habite un territoire bien défini de France, avec des gens amoureux d'eux, comme plus peut-être que les supporters du foot ne sont supporters. Donc au lieu de penser qu'ils en ont 40 millions, ils en ont 25 millions, mais plus attachés que le football. Et donc, moi, si j'étais rugbyman, je ne souffrirais pas de la notoriété. Votre livre, votre 4e bio. C'est pas une bio, c'est un livre. Guy Roux, il n'y a pas que le foot dans la vie, aux éditions Archipel. Voilà. Et là, vous racontez plein d'anecdotes sur vos formidables rencontres tout au long de votre carrière, à la fois dans le domaine du sport, mais également à l'extérieur du sport. Oui, bien sûr, surtout à l'extérieur du sport. Il y en a beaucoup. Alors, la fin de saison approche, Malika, et nous allons organiser un grand vote. Oui, cette semaine, Paris Le Club lance le grand vote sur le site web de l'émission. Vous allez pouvoir voter pour votre joueur préféré, nous indiquer le match qui vous a le plus marqué. Donc, rendez-vous sur le site de France 3 Paris. Et samedi prochain, comme chaque samedi jusqu'à la fin de la saison, nous allons découvrir vos réponses, vos résultats. Et samedi prochain, nous serons en direct, 10h50, vous notez ce nouvel horaire maintenant depuis un mois. Hugo Bonneval, un mot, vous jouez un match très important à Toulon.
Ouais, le 3 mai. Le 3 mai, voilà. Bah, on est délocalisé en plus à l'Alliance Riviera de Nice, dans le stade de foot. Donc, vous êtes 7e actuellement. Peut-être que si vous gagnez, peut-être que vous pouvez jouer les playoffs, peut-être. Ouais, voilà, il faut absolument gagner à Toulon samedi. On vous le souhaite. Peut-être. Voilà. C'était sympa d'être passé. Guy, le boulot, un prochain livre, peut-être? Des choses dans les tuyaux. Toujours Guy Citruc qui n'arrête pas toujours l'activité. Merci infiniment, Guy Roux, Guy Citruc, Hugo Bonneval. Et puis avec Malika, on vous attend la semaine prochaine, live, pour un nouveau numéro de Paris Le Club. Ciao. Salut. Ciao. Pour devenir le roi Soleil, Louis XIV mettra la noblesse à sa botte et fera tomber des têtes. Sa plus belle cible, Nicolas Fouquet, son surintendant des finances, et son merveilleux château de Vaux-le-Vicomte. Le 17 août 1661, toute la cour prend donc la direction de Vaux-le-Vicomte pour une soirée grandiose. Jamais le royaume n'avait connu plus belle fête. Est-ce ce soir-là où Louis XIV a décidé de faire tomber Fouquet? La belle histoire, aujourd'hui à 16h15 sur France 3 Paris Île-de-France.